Alors, désolée, on était sur une première partie et je faisais ma machine. Du coup, ça faisait tellement de bruit, j'ai dû interrompre la vidéo pour pouvoir continuer. Donc, on va continuer à faire la correction de l'épreuve 2023 en mathématiques. Donc, sur la précédente vidéo, nous étions sur la question 1.3, d'accord? Donc, on avait fini avec l'arrondi à l'unité. Et on va tout de suite continuer avec la question 1.4, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le propriétaire a reporté dans un tableur les données relevées dans sa commune. Le logiciel lui a permis de déterminer la moyenne mensuelle d'ensoleillement. Du coup, en gros, on vous montre, donc on suppose qu'on est sur l'ordinateur, d'accord? Donc, vous faites un travail sur Excel. Et pour ceux qui connaissent Excel, ça se présente souvent comme tel. Donc, vous avez des cases, il faut rentrer des formules et du coup, ça vous donne un résultat. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, c'est juste cet extrait-là, en fait, sur un travail qu'il a fait sur son ordi dans un logiciel, d'accord? Et on vous a fait une capture d'écran, si je peux m'exprimer ainsi, du logiciel sur son ordinateur, d'accord? Donc, vous avez là A, B, C, D, vous avez une colonne comme ça à l'horizontale et vous avez une autre colonne sur la verticale, d'accord? Donc, sur cette question, on vous dit ceci. Détaillez le calcul permettant de déterminer la durée moyenne mensuelle d'ensoleillement par heure. Donc, tout simplement de trouver la durée moyenne, d'accord, d'ensoleillement en heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver cette durée moyenne? Donc, pour trouver la durée moyenne, c'est simple, vous avez deux façons de faire, d'accord? Vous pouvez tout simplement faire la durée en heure de toute l'année. Donc, vous allez prendre la colonne B2, donc cette case-là, B2, d'accord, pour le mois de janvier, donc ça fait 130. Vous allez additionner avec la colonne suivante, donc la colonne C2, ça fait 139. Ensuite, la colonne d'après, D2, qui fait 219. Donc, vous allez additionner tous ces chiffres jusqu'à 155. Du coup, vous allez avoir le premier chiffre qu'on a eu quand on a commencé la toute première question. On avait trouvé 2880 heures. Ça, c'est pour toute l'année. Du coup, il va falloir diviser tout ce que vous allez trouver par 12, vu qu'on travaille sur 12 mois. D'accord? Ce sont les prélèvements sur 12 mois. D'accord? Donc, lorsque vous faites ça, ben, vous tombez sur 240. Et vous avez dans le tableau, vous avez la moyenne qui est inscrite, d'accord? Dans la case B4, vous avez 240. Donc, tout ce qu'on vous demande ici, en fait, c'est pas de faire le calcul, mais c'est juste de faire l'opération qui vous a permis d'avoir moyenne égale 240. Et cette opération, c'est quoi? C'est tout simplement de faire la somme, d'accord, des prélèvements des mois sur... excusez-moi, des prélèvements des 12 mois. Donc, on va faire 130 jusqu'à 155. On va faire le mois de janvier plus février, ainsi de suite. Donc, tous ces chiffres-là, 130, 139, 219, 255, on va les additionner et diviser par 12. Une fois c'est fait, ben, on va trouver les 240 heures qui représentent tout simplement la durée moyenne mensuelle d'ensoleillement en heures. Et c'était tout pour la question 1.4. Franchement, il n'y avait pas des trucs difficiles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mathématiques, vu que tout le monde n'est pas forcément à l'aise en maths, moi encore, je ne suis pas la première. Je me débrouillais pour avoir la moyenne, c'est tout, mais pas plus que ça. Donc, ici, ils ne vont vraiment pas corser. Si vous travaillez beaucoup de TD, des examens passés, franchement, vous allez vous en sortir parce qu'ils ne vont pas chercher trop loin.
Moi, perso, c'est ce que j'ai fait quand j'avais passé l'examen. Je cherchais les anciennes épreuves, je retravaillais dessus. Comme ça, on a les formules qui reviennent et tout. Et franchement, ça peut se faire. Mais c'est pas l'épreuve la plus facile, hein. Maths, chimie, physique, si on n'est pas du tout à l'aise en mathématiques, je vous assure que c'est pas la plus facile. Donc là, du coup, on met l'opération qui nous a permis, d'accord. Et après, c'est de faire quoi? Voilà, donc c'est de mettre ça. Et on va continuer par la question suivante. La question suivante, donc le 1.5 dit quoi? Une étude estime qu'une installation de panneaux photovoltaïques est rentable lorsque la durée mensuelle d'ensoleillement moyenne est d'au moins 229 heures. On nous dit que le projet d'installation de panneaux photovoltaïques est-il rentable? Justifiez votre réponse. En gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si vous décidez, vous, cette personne, le monsieur décide de mettre un panneau photovoltaïque, en fait, pour savoir s'il a fait un bon achat, donc si cet achat est rentable, il va falloir en fait que la durée mensuelle d'ensoleillement moyenne soit d'au moins 229 heures. Donc, si il fait son calcul et qu'il se rend compte que ça fait au moins 229 heures, eh bien, on peut dire que c'est rentable. Mais si ça fait moins de 229 heures, alors l'achat de panneaux photovoltaïques n'a pas été rentable pour lui. D'accord? Or, dans la question précédente, donc dans la question 1.4, lorsqu'on a fait le calcul pour la durée moyenne mensuelle d'ensoleillement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la moyenne était de 240. Donc, vous êtes d'accord avec moi que 240 est supérieur à 229. On peut donc déduire, conclure que, en fait, cet achat a été rentable. Donc, on peut dire que oui, en effet, le projet d'acheter l'installation, de mettre l'installation de panneaux photovoltaïques est rentable, puisque nous constatons que 240, donc la moyenne mensuelle d'ensoleillement en heure, est supérieure à 229. 229, c'était le nombre d'heures à ne pas à dépasser ou à être égal, d'accord? Donc, vous pouvez écrire comme ça et puis c'est bon, c'est justifié. Donc, vous mettez bien oui et ensuite, vous mettez votre justification, d'accord? Parce que justifier, c'est important de justifier. Déjà, on vous pose la question, donc c'est déjà de mettre oui ou non. Pour notre cas ici, c'est oui. Et ensuite, on met parce que on a trouvé que 240 était la durée moyenne d'ensoleillement en heures. Du coup, c'est supérieur à 229 heures qui était le nombre à dépasser. Voilà. Et ensuite, il y a l'exercice d'après, c'était l'exercice 2 qui était sur 3,5 points. On nous dit ici que le propriétaire décide d'acheter un récupérateur d'eau de pluie. Il souhaite récupérer un volume d'eau supérieur à 1500 litres par an. Un site internet propose le modèle de récupérateur suivant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il veut récupérer l'eau de pluie, c'est-à-dire lorsqu'il pleut, il veut pas que cette eau, en fait, elle aille comme ça dans la nature. Lui, il veut pouvoir récupérer cette eau et peut-être faire, je sais pas trop quoi. Mais dans tous les cas, il veut récupérer de l'eau de pluie toutes les fois qu'il va pleuvoir. D'accord? Et il ne souhaite pas juste récupérer n'importe quelle quantité, hein. Il souhaite récupérer au moins un volume d'eau de 1500 litres par an. Donc, ça va cumuler et à la fin de l'année, quand il va faire son ratio, il faudrait que le volume soit égal ou supérieur, d'accord, à 1500 litres. Du coup, qu'est-ce qu'il fait vu qu'il veut faire cet achat? Il veut s'acheter un récupérateur d'eau de pluie. Il va regarder sur un site internet et là, il trouve des propositions. Donc, il va falloir dire si laquelle des propositions est intéressante pour lui. Donc, ici, voilà le récupérateur qu'il a trouvé sur le site, d'accord? Donc, c'est un schéma et là, déjà, on nous donne une première question.
Question numéro 2.1. On nous dit cocher le nom du solide correspondant à la forme du récupérateur d'eau de pluie. Bon, je pense que là, c'est facile pour tout le monde. Et en plus, on vous donne des indications. Ce sera juste à vous de cocher. Est-ce une boule? Est-ce que c'est la forme d'une boule? On voit bien que non. Est-ce un cube? Ben, on sait bien que non. Est-ce un pavé droit? Ben oui. Est-ce un cylindre droit? Non. Donc, voilà, on a juste à cocher dans le petit carré à côté de pavé droit, d'accord? Donc, le pavé droit, c'est quoi? C'est tout simplement... en fait, ça a une forme rectangulaire, d'accord? Mais quand on le regarde comme ça, on peut penser que les côtés, les faces qui sont sur le côté, elles sont carrées. Mais non, en fait, c'est rectangulaire et c'est du solide, d'accord? Elle est sur une forme solide. Et les caractéristiques du pavé droit, c'est qu'il a souvent 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Donc, quand on regarde, ben, on voit bien, ben oui, c'est un pavé droit. Donc, franchement, je pense que là, on n'avait pas de problème. C'est un solide rectangulaire. Donc, c'est clair et net, c'est un pavé droit. Donc, on coche. Là, franchement, on peut cocher. Il n'y avait pas de souci. Franchement, là, il n'y avait pas de difficulté. Ensuite, la question d'après, on vous dit, donc 2.2, à l'aide du document ci-dessus, calculer en mètres cubes le volume V du récupérateur. Bon, tout ce qui est volume, on le sait, c'est en mètres cubes. Les mètres cubes, ça veut dire il faut mettre comment on appelle, le petit 3, d'accord, au-dessus, ce qui est différent du mètre carré. Le mètre carré, c'est le petit 2. Donc, en exponentiel, on mettra M2, ça c'est pour les cubes, mais quand il s'agit des volumes, ben, on mettra M3, d'accord, pour préciser le volume. Donc, on dit à l'aide du document ci-dessus, on demande de calculer le mètre cube, donc le volume V du récupérateur. Bon, là, il faut quand même se rappeler de, comment est-ce qu'on appelle, de la formule, d'accord, pour calculer le volume. Donc, la formule pour calculer le volume d'un pavé droit, il faut tout simplement faire longueur fois largeur fois hauteur, d'accord. Donc, la longueur, on met toujours un grand L. Et si vous regardez sur le schéma, on nous a donné la longueur. Elle est égale à 1,2. Ensuite, il faut faire multiplier par la largeur. La largeur, c'est toujours un petit L. Sur le schéma, on nous a également donné la largeur. On a mis 1 mètre. Et enfin, on dit il faut multiplier par la hauteur. Donc, la hauteur, c'est un petit h. Ici également, on nous a donné la hauteur. La hauteur est égale à 1,15. Du coup, pour calculer le volume, c'est facile. On applique la formule longueur fois largeur fois hauteur. Donc, ça fera 1,2. Donc, on mettra volume égal 1,2 multiplié par 1 multiplié par 1,15, ce qui va nous donner 1,38 mètres cubes. Là aussi, pas de souci. Ensuite, la question d'après, dans la question 2.4, on demande de vérifier. Non, qu'est-ce qu'on... 2.3, on a fait 2.1, voilà. Donc, 2.3, on dit ceci. Vérifier que la quantité d'eau de pluie que peut renfermer ce récupérateur est de 1380 litres lorsqu'il est plein. D'accord? Et on vous donne une donnée. On vous dit que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. D'accord? Donc, là aussi, il n'y avait pas de souci vu qu'on avait déjà... Donc, la donnée qu'on vous donne, c'est que 1 mètre cube, en fait, ça fait 1000 litres. D'accord? Donc, ici, on connaît déjà le mètre cube qu'on a trouvé. Donc, nous, on a trouvé 1,38 mètres cubes. D'accord? Donc, on fera tout simplement 1,38 mètres cubes multiplié par 1000. D'accord? Donc, ça va nous donner 1380 litres. D'accord? Je ne sais pas si franchement tout ce que j'explique, vous allez pouvoir comprendre. Il faut refaire et refaire vraiment pour essayer de se retrouver. Mais c'est vraiment pas des trucs qui compliquent, hein. Après, il faut faire tout le temps les mêmes exercices pour pouvoir s'en sortir. Sinon, si on n'est pas trop maths, physique, chimie, ça va être compliqué. Mais si vous refaites les mêmes exercices, vous essayez de comprendre la logique, un peu les formules, ça peut se faire. Vous pouvez franchement avoir 10. Mais il faut travailler.
faut vraiment retravailler les mêmes épreuves. Donc là, il n'y avait pas de souci, puisqu'on nous a donné une donnée, on nous a dit qu'un mètre cube était égal à 1000 litres. Ben, nous, on avait juste appliqué le calcul. Nous on avait trouvé le volume dans la question précédente. On avait trouvé le volume, d'accord, qui était de 1,38 mètres cubes. Donc, on va faire ça et on multiplie par 1000. Donc, on trouve bien 1380 litres. Donc, on peut confirmer qu'effectivement, lorsque c'est plein, ça peut bien renfermer les 1380 litres parce que le volume total du récipient, d'accord, était de 1,38 m. C'était le volume total. Donc, si ce volume on remplit d'eau de pluie, on aura une quantité de 1380 litres, ce qui vérifie la quantité qu'on nous a donnée plus haut, d'accord, puisqu'on nous a dit qu'il fallait vérifier que lorsque ce récupérateur d'eau était plein, qu'il pouvait être de 1380 litres. Donc à cette question, je pense on est bon. Ensuite, on passe à la question 2.4. On dit ce modèle de récupérateur peut-il convenir au propriétaire? Et on demande de justifier. Là, on va dire non. Ce modèle ne peut pas convenir au propriétaire, mais parce que vous savez que plus haut, on nous avait déjà dit qu'en fait, ce que lui, il avait besoin, ce dont il avait besoin, c'était un récupérateur, en fait, qui pouvait faire 1500 litres. D'accord? C'est ce qu'il avait besoin. Il avait besoin d'un récupérateur qui pouvait contenir 1500 litres toute l'année. D'accord? Alors que là, le récupérateur qu'on lui propose sur le site internet, quand il est plein, il ne peut pas contenir 1500 litres, il peut contenir seulement 1380. Du coup, ce ne serait pas le récupérateur qui lui conviendrait parce que ça ne va pas répondre à ses exigences. Voilà, vous voyez ici, donc je reviens un peu sur cette page. Là, en début d'énoncé de l'exercice 2, vous voyez qu'on avait dit que lui souhaite récupérer un volume d'eau qui est supérieur à 1500 litres. Alors que là, ce qu'il trouve en remplissant, ça prendrait seulement 1380. Donc, voilà pourquoi ce modèle, on dira non. Et ensuite, on va justifier. D'accord, on met d'abord non, on met un virgule et on justifie, toujours dans ce ordre-là. Après, on avait l'exercice 3. L'exercice 3 était sur 4,5 points. D'accord? On vous dit ceci. Une commune souhaite favoriser l'utilisation de transports en commun et propose les formules suivantes. Donc, voilà, on a une compagnie, je ne sais pas, AXA Transport. Voilà, donc il propose deux formules. Je pense que dans vos régions, vous en avez. Il y a des formules annuelles et puis on a par trajet. En tout cas, moi, là où je suis, c'est comme ça. Donc, du coup, je peux prendre un abonnement annuel. Je vais peut-être payer 50 €. Et quelqu'un qui va se dire, ah ben non, moi, je ne vais pas payer 50 €. Je préfère payer par trajet fait. Bon, voilà. Donc, le prix par trajet, ici, la formule A, si vous choisissez de payer par trajet, il sera de 1,30 €. Mais si vous choisissez de prendre un abonnement annuel, il vous coûtera 390 €. Donc, voilà les deux formules qui sont proposées par le transport en commun. Donc, première question, donc 3.1, on dit, on estime qu'un usager réalise en moyenne, d'accord? Donc, la moyenne, c'est vraiment quand la personne n'a pas trop voyagé, n'a pas trop utilisé. Donc, la moyenne, c'est 250 trajets dans l'année. Donc, 250 trajets annuels. On vous demande ceci. Calculez en euros le coût total avec la formule A. Franchement, là, c'était pas difficile du tout. C'est de tout simplement prendre le nombre de trajets que la personne est susceptible de faire en moyenne dans l'année, multiplié par le prix du trajet. Vu que cette personne ne veut pas prendre la formule B, il veut pas prendre un abonnement annuel. Donc, c'est de faire 250 qui représente le nombre de trajets dans l'année. On multiplie par le prix par trajet qui était de 1,03 €. D'accord? Donc, ça va faire, donc dans l'année, cette personne aura à payer
325 euros. Donc, à chaque fois qu'il fera un trajet et qu'il sera OK à payer 1,30 €, mais lorsqu'il fait le total, à la fin de l'année, en fait, il a dépensé 325 euros. D'accord? Donc, je pense que là, franchement, il n'y avait pas de problème aussi à ce niveau. Ensuite, il y a la question numéro 3.2. Cette question, elle vient beaucoup, hein. La question 3.2. Donc, regardez bien comment ça se passe parce que ce n'est pas les mêmes questions, mais le coefficient de proportionnalité, il vient beaucoup. Donc, comprenez-le très bien, apprenez à comprendre comment est-ce que ça se calcule, comment on remplit le tableau, comment est-ce qu'on trouve le coefficient, ça va vous aider. Donc, on va faire le tableau. Donc, dans ce tableau, du coup, vous avez, dans un premier temps, nombre de trajets. Vous avez 10, vous avez 150, vous avez un vide, vous avez 400. Dans la colonne du bas, vous avez le coût en euros avec la formule A. D'accord? Parce que la formule A, il faut payer par trajet. Donc, vous avez 13, ensuite vous avez un vide, vous avez 351, vous avez 520. On ferme le tableau et tout au bout, on a un espace à remplir qui représente le coefficient de proportionnalité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Quand vous avez un tableau comme ça qui vous demande de remplir le coefficient de proportionnalité, c'est très simple. Vous regardez dans le tableau, si vous avez un chiffre au numérateur et au dénominateur, c'est bon. Et dans les exemples que nous avons deux colonnes, d'accord, qui ont un chiffre en haut et en bas. C'est ce qu'on appelle numérateur et dénominateur. Donc, on a 10 sur 13. Nous avons également nous avons également 400 sur 520. Qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Pour trouver le coefficient ici, il suffit tout simplement de faire 400, soit la colonne de, comment on appelle, la colonne de 400 sur 520, soit de faire la colonne de 10 sur 13. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, vous allez tout de suite faire le chiffre du bas divisé par le chiffre du haut. Donc, vous allez faire 13 divisé par 10. C'est comme ça qu'on calcule les coefficients de proportionnalité. D'accord? Les coefficients de proportionnalité, il faut toujours prendre la valeur numéro 2 que vous allez diviser par la valeur numéro 1. D'accord? Toujours comme ça. Valeur 2 divisé par valeur 1. Donc, la valeur 2 ici, c'est 13. Et la valeur 2, c'est 10. Donc, on va trouver 1,3. Ce 1,3, c'est celui que vous allez mettre dans l'espace tout au bout où c'est écrit au-dessus, coefficient de proportionnalité. Donc, multiplié par 1,3. Vous pouvez faire pareil, hein, vu que je vous ai dit, il fallait avoir un chiffre en haut et un chiffre en bas. Donc, soit vous faites 13 divisé par 10, soit vous allez prendre dans la dernière colonne, parce que là-bas également, vous avez un chiffre en haut et un chiffre en bas. Donc, toujours la valeur 2 divisé par la valeur 1. Donc, là-bas, on fait tout simplement 520 divisé par 400. On trouve la même chose, toujours 1,3. D'accord? Une fois vous avez fait ça, c'est bon. Maintenant, c'est pas fini. Il y a des vides encore à remplir. D'accord? Donc, vous avez un vide. Sous le 150, vous avez un vide. Et au-dessus du 351 aussi, vous avez un vide. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous pouvez faire la règle de 3. La règle de 3, c'est tout simplement mettre une flèche qui monte, qui quitte de 13 pour monter vers 150. D'accord? Et vous faites une autre flèche qui va quitter de 10 pour aller dans le vide, là où il y a des pointillés. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que je dois faire tout simplement 13 multiplié par 150, d'accord? Parce que la flèche, elle quitte de 13 pour aller à 150. Donc, c'est la règle de 3. Donc, vous allez multiplier ça. Et ce que vous allez trouver, vous allez le diviser par 10. Et du coup, vous trouvez 195. C'est les 195 que vous allez remplir dans le premier espace à remplir en dessous du 150. Une fois que vous avez trouvé ça, ben vous faites pareil pour la colonne d'après. Vous faites la flèche. Donc, vous allez avoir une flèche qui va quitter de 195 pour aller vers l'espace vide.
et une autre flèche qui va quitter 250 pour aller vers 351. Donc, on fait pareil. On va faire 150 multiplié par 351. Ce qu'on va trouver, on va tout simplement le diviser par 195. Et du coup, on trouve 270. Et là, vous remplissez par 270. Et c'est tout. Donc, franchement, comprenez bien ce tableau parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ensuite, on vous donne un énoncé en bas. Bon, je ne vais pas tout lire parce qu'après, la vidéo va être trop longue. On admet que les coûts peuvent être modélisés par deux fonctions. F pour la formule A et G pour la formule B. Donc, ça, vous allez lire. Je vous laisse ça comme ça. Donc, vous lisez, hop, hop, hop. Et après, on va vous donner, un petit tableau, d'accord? Voilà. Et ensuite, vous avez ce graphique qu'on vous a mis en bas. Donc, vous avez ce graphique qui a représenté un peu tout ce qu'on vous a dit au-dessus. Et vous avez la question 3.3, d'accord? On vous demande ici de faire la représentation graphique d'une fonction. Non, on vous dit, est-ce que CF est la représentation graphique d'une fonction linéaire? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être compliqué si on n'a pas trop été amis avec les mathématiques, d'accord? Avec les fonctions, tout ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une droite, en fait, passe par 0, c'est-à-dire par l'origine, comme là, parce que là, on vous demande si la fonction CF, elle est linéaire, d'accord? Parce qu'ils ne vont jamais compliquer les trucs, hein. Ce seront des trucs quand même qu'on peut faire quand on travaille un peu. Donc, ici, pour savoir si la fonction elle est linéaire, il faut toujours qu'elle passe par l'origine. Il faut toujours qu'elle passe par 0. Et ici, dans la question 3.3, on vous parle bien de CF. Parce qu'il y a deux fonctions, il y a CF et vous avez également la fonction CG. D'accord? Donc, la fonction CF, c'est la bleue et la fonction CG, c'est la rouge. Donc, est-ce que cette fonction CF est linéaire? Oui, je peux dire oui, virgule. Pourquoi? Parce que elle passe par 0, elle passe par l'origine et à chaque fois qu'elle passera comme ça par 0, lorsqu'une fonction passe par 0, elle passe par l'origine, ça veut dire qu'elle est linéaire. Par contre, si vous regardez la fonction CG, en rouge, elle ne passe pas par 0, hein. Elle ne passe pas par l'origine. Si on nous avait posé la question de savoir si la fonction CG était linéaire, on aurait dit non. Parce que cette fonction, elle ne passe pas par 0, elle ne passe pas par l'origine. D'accord? Alors qu'ici, la fonction CF, elle passe bien par 0, elle passe par l'origine. C'est tout simplement ça qu'il fallait répondre en fait. La question suivante, on vous dit de retrouver dans le graphique le coût de 250 trajets avec la formule A. D'accord? Et après, il fallait laisser les traits de lecture. Laisser les traits, c'est tout simplement avec le crayon, d'accord? Vous allez quitter d'un point à un autre. D'accord? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Lorsque vous êtes dans un graphique comme ça, d'accord? Il y a ce qu'on appelle des projections. Vous allez par exemple quitter d'un point sur l'axe des abscisses, donc le trait en bas qui est à l'horizontale, d'accord? Et au bout, vous avez le petit x, donc ça quitte de 0 à 550, ça c'est l'axe des abscisses. Donc là, vous allez chercher le chiffre 250. Donc, vous voyez le chiffre 250, d'accord? Vous allez faire un trait qui quitte de 250. D'accord? Parce qu'on vous demande de retrouver graphiquement le coût de 250 trajets. D'accord? Entre-temps, parce que vous allez peut-être vous dire, ben oui, il y a 250 sur la ligne des abscisses, l'axe des abscisses, donc la ligne à l'horizontale, il y a un 250. Sur la ligne des ordonnées aussi, il y a un 250. Ben, comment est-ce que je vais faire la projection? En fait, il faut savoir qu'en fait, le X qu'on vous a donné ici, si vous lisez plus haut, en fait, le X, on vous a dit qu'il représente les nombres de trajets.
D'accord? Le X, c'est pour les trajets. Donc, vu que le X, c'est pour les trajets et que X, en fait, c'est la ligne horizontale, ben c'est sur cette ligne qu'on viendra donc chercher les 250. Vous n'allez pas chercher les 250 sur la ligne des Y. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord? Donc, ça, c'est la ligne des trajets parce que le Y sera, lui, par contre, la ligne pour les abonnements annuels. D'accord?